Bonjour Madame, Monsieur et bienvenue dans TechMag. Vous le savez, la démocratisation d'Internet a donné naissance à des médias qui exercent essentiellement sur la toile. Certains d'entre eux opèrent dans le mépris des lois et d'autres ignorent tout simplement les règles journalistiques. Pour accompagner les acteurs de ce secteur de la communication, la plateforme Boost est résolue à recenser ces médias en ligne afin de leur fournir des outils qui leur permettront de se développer. Nous aurons le plaisir de recevoir donc aujourd'hui Elwin Gomo, qui est le responsable de communication de la plateforme Boost. Et avec lui, nous allons voir le bien fondé de recensement initié par la dite plateforme. Mais avant cela, nous allons faire un tour de l'actualité. Madame, Monsieur, restez avec nous. L'interconnexion par fibre optique du Congo au Cameroun est en passe de devenir effectif, étant donné que le chantier de construction du réseau sera entamé d'ici le mois d'août. L'information, d'abord relayée par le site agenceecofin.net, a été reprise par le site d'information spécialisé congodigital.net. On y apprend que les sites techniques et le tronçon pilote du réseau de fibre optique qui interconnectera le Congo et le Cameroun ont été évalués du 27 juin au 1er juillet 2020 par une mission de contrôle qui d'ailleurs a indiqué que les résultats étaient satisfaisants car l'objectif de la dite mission était de voir les imperfections et de les corriger afin d'éviter les erreurs lorsque les travaux proprement dits du réseau vont démarrer. Il est également ressorti de cette mission que les sites techniques de Wesso, Paris et Biessi sont déjà conçus à 95%, car seuls des petits réglages restent à être faits au niveau de l'électricité et les équipements actifs pour l'interconnexion avec le système solaire. Il en est de même du côté de Sembe, Soaké et Tam. Cela étant, les travaux de construction du tronçon de fibre optique confiés à China Communication Services International et Huawei seront officiellement lancés en présence des ministres en charge des télécommunications du Congo et du Cameroun d'ici le mois prochain. L'actualité du jour nous emmène également en Afrique du Sud où Mastercard s'est associé à Fasta pour lancer des cartes de crédit virtuelles, ce qui est une première dans le pays. Cette carte virtuelle permettra de répondre à la demande des consommateurs du pays qui recherchent de plus en plus des solutions de paiement numérique sans contact, notamment en cette période de crise sanitaire. Cette carte pourra être utilisée en ligne et également dans les magasins où Mastercard est accepté. Et pour effectuer leurs achats en ligne, les titulaires de la carte FASTA pourront utiliser les 16 chiffres et le code de sécurité qui sont fournis lors de l'activation de la carte, tandis que pour les paiements en magasin, ils auront le choix entre lier leur carte à l'application Samsung Pay et encore scanner simplement le code QR qui leur sera fourni à la caisse. Déjà nombreux sont ces Sud-Africains qui adoptent de plus en plus ces cartes virtuelles pour le commerce électronique, une tendance qui s'est accélérée en raison de la pandémie Covid-19. Les impacts de cette nouvelle maladie ont également emmené l'entreprise Facebook à accorder une subvention aux médias locaux américains. En effet, Facebook avait annoncé récemment que plus de 144 organes de presse américains recevront de sa part un total de 10,3 millions de dollars de subventions, soit plus de 5 milliards de francs CFA dans le cadre de son programme COVID-19 Local News Relief Fund. Ces subventions font partie d'un investissement global plus large de 100 millions de dollars dans le secteur des médias que Facebook a annoncé plus tôt cette année. Au total, Facebook a reçu plus de 2000 demandes pour son programme qui a accordé des subventions oscillant entre 13 et 50 millions de francs CFA selon la taille du média et de nombreux médias en ligne ont pu bénéficier de ces fonds. Pendant ce temps, au Congo, les médias en ligne sont encore en train de souffrir d'un manque de reconnaissance et pour pallier cela, la plateforme Boost s'est résolue à cartographier les différents médias qui exercent sur la toile congolaise. Nous allons recevoir dans un instant Elwin Gomo, qui est Event Manager pour le compte de la plateforme Boost, et avec lui, nous allons parler du bien fondé de cette initiative. Donc, ne quittez pas, chers téléspectateurs, votre émission se poursuit avec l'invité. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Comme annoncé au début de l'émission, je reçois Elwin Gomo qui, en sa qualité d'event manager au sein de la plateforme Boost, va nous parler du recensement qui est prévu pour les médias en ligne. Elwin Gomo, bonjour.
Bonjour Estime. Alors, Elwin, aujourd'hui, la toile est inondée par des créateurs de contenu de nature diverse. Chacun, depuis chez lui, peut diffuser du contenu ou encore même des articles et se considérer à tort ou à raison comme un média. Vous proposez de recenser des médias en ligne. Et si vous commencez par nous dire ce que vous entendez par médias en ligne dans le cadre de votre travail. Merci Estime pour votre invitation déjà. Ce qu'on entend par médias en ligne, en tout cas, ça change pas. Un média en ligne, c'est justement un organe de presse qui se sert d'un dispositif web pour pouvoir transmettre de l'information. En réalité, ça reste un média en tant que tel, comme un média traditionnel ou comme un média tout autre. La seule différence, c'est que ces médias-là a pour particularité de diffuser son information en se servant des outils numériques. Alors, il y a quelques jours au Bénin, le régulateur de l'audiovisuel et de la communication a enjoint les médias en ligne à demander une autorisation d'exercer, faute de quoi ils seront soumis à des sanctions. L'idée derrière cette décision est justement d'emmener ces médias à se conformer à la législation. Est-ce que c'est dans le même but que vous avez entrepris ce recensement des médias en ligne? Bien sûr, on va dire que c'est dans le même objectif. Comme vous le savez, l'usage précède les lois. Et que aujourd'hui on constate qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui s'affirment comme étant médias en ligne en République du Congo. Et ça va être une erreur de notre part de ne pas reconnaître ce travail. Et donc pour cadrer ces secteurs, nous avons pensé qu'il était important de mener le plaidoyer dans le cadre de la reconnaissance de ces médias en ligne en République du Congo. Alors, en RDC, il y a 2 ans, il y avait une certaine pression qui était exercée sur les médias en ligne en vue de leur régularisation. Là, je venais de parler du Bénin. Aujourd'hui, au Congo, on veut recenser les médias en ligne. Est-ce qu'il y a urgence de le faire? Pourquoi maintenant et pas demain? Bien sûr, il y a urgence de le faire. Comme je venais de le dire en amont, nous constatons qu'il y a déjà pas mal d'initiatives, en fait, qui s'affirment comme étant médias en ligne au Congo. Et que ces médias-là exercent, on va dire un peu dans l'anarchie totale, puisque confrontés parfois à des difficultés de terrain, ils sont parfois empêchés en fait de couvrir un certain nombre d'événements parce qu'ils n'ont pas les autorisations nécessaires pour faire leur travail, alors que ce sont des gens qui ont appris de ce métier. Mais de l'autre côté, on va reconnaître aussi qu'il y a de ceux-là qui ne sont pas journalistes, qui trichent un tout petit peu dans ce travail de journalisme. Donc pour bien cadrer ces secteurs, c'est important justement de reconnaître le travail qui se fait déjà et que nous remarquons tous. Alors, votre initiative semble être indépendante ou plutôt derrière, vous avez l'accompagnement des autorités publiques puisque vous parlez là d'un encadrement, s'il faut dire ça aussi. Bon, nous sommes une plateforme indépendante. Je dois dire que même en lançant cette initiative de recensement, l'idée à la base, c'est avoir en fait un fichier qui va nous servir dans l'organisation des ateliers de e-journalisme que nous organisons au mois de septembre. Et quand nous avons organisé la première édition, nous avons compris qu'il y avait la nécessité en fait d'identifier un certain nombre de problématiques des médias en ligne. Tout le monde n'avait pas les mêmes problèmes. Il y a de ceux-là, par exemple, qui ont eu à faire des formations depuis, qui ont du mal à s'arrimer au numérique. Mais il y a, par exemple, des jeunes qui sortent de nos écoles, qui ont fait quand même des efforts de s'adapter aux technologies de l'information et de la communication parce qu'eux évoluent avec les moyens de leur temps, mais qui pêchent justement sur des questions éthiques, déontologiques. Et donc, l'idée ici, c'est de pouvoir recenser un certain nombre de problématiques et apporter des réponses qu'il faut. Mais comme vous le savez, nous ne pouvons pas mener ces genres de plaidoyer de reconnaissance en étant seuls. C'est pourquoi nous avons pensé collaborer avec le Conseil supérieur de la liberté de communication, mais aussi avec le ministère de la Communication et des médias, pour justement pouvoir travailler ensemble, voir de quelle manière on peut apporter notre contribution dans le cadre de la reconnaissance des médias au Congo. Alors, loin de méconnaître le sérieux des médias en ligne qui exercent au Congo, il ne faut pas oublier aussi que voilà, quand on parle souvent de médias en ligne, on parle de fake news. En Algérie, le Conseil des ministres a adopté en avril dernier un projet qui prévoit de criminaliser la diffusion de fake news, car celle-ci contribue parfois aux troubles à l'ordre public. Quel regard portez-vous sur une telle initiative? Est-ce que vous pensez qu'il est important aujourd'hui de sensibiliser sur ce fléau-là que sont les fake news? Oui, c'est important de sensibiliser sur ce fléau, mais comme vous le savez aussi que la nature a horreur du vide. Si nous n'avons pas des médias reconnus qui sont capables d'offrir du contenu pertinent,
permettre justement aux Congolais de consommer de la bonne information, ces phénomènes va toujours continuer à perdurer. Donc l'idée aujourd'hui, on peut faire un exercice assez simple. Si vous demandez à un Congolais aujourd'hui quel est le média congolais en ligne que vous connaissez, on risque de prendre parfois même des médias qui ne respectent même pas l'éthique et la déontologie journalistique. Donc le travail que nous sommes en train de faire, c'est de faire de sorte que ça soit des médias qui opèrent déjà en ligne soient reconnus, mais aussi des médias traditionnels qui existent déjà, voir comment travailler avec eux pour qu'ils puissent assurer leur transition numérique afin de permettre aux Congolais de consommer de la bonne information. Sinon, on va continuer soit à consommer des fake news, soit à continuer à consommer l'information des médias étrangers, alors que la priorité de l'information des Congolais est d'abord donnée aux médias nationaux. Alors, on va peut-être anticiper un tout petit peu. Les ateliers de e-journalisme sont prévus en septembre. Est-ce que vos prochains ateliers prévoient une sensibilisation sur les fake news? Oui, bien entendu. Et je pense que déjà, nous avons déjà eu à participer à quelques émissions où on en parle déjà. Et lors de nos ateliers aussi, on en parle. Mais en tout cas, notre position dans ce sens, c'est de dire que si vous n'existez pas en ligne, et ceux qui ne sont pas de votre métier vont exister à votre place. On ne peut que combattre le contenu par le contenu. Et donc, si vous voulez combattre le contenu faux, il faut proposer le contenu vrai. Si le contenu vrai est inexistant, le contenu faux va continuer à résister. Donc, le travail à faire, c'est qu'il faudrait que les journalistes puissent comprendre qu'aujourd'hui, le numérique devient un canal indispensable et qu'il faut s'y mettre pour permettre justement à des gens de consommer la bonne information. Si on va continuer de se plaindre, dire qu'il y a des fake news alors qu'on ne fait aucun effort pour s'y mettre et combattre efficacement. Alors, donc, faut-il sous-entendre qu'il y aura des cours ou des notions de fact-checking qui seront dispensés aux participants? Bien sûr, bien sûr. Puisque au sein de la plateforme Boost, il y a plusieurs compétences. Il y a des compétences en TIC, il y a des professeurs de l'université Mariangwabi, il y a des juristes, donc c'est un certain nombre de profils qu'on a dû regrouper autour de la plateforme Boost pour justement qu'on propose un travail de qualité à des journalistes qui veulent bien évoluer dans leur secteur. Alors, quelles sont les autres innovations prévues pour le prochain atelier de e-journalisme? Et aussi, c'est par là peut-être l'occasion de savoir est-ce que ça va se dérouler par visioconférence, parce que nous sommes dans un contexte assez particulier de crise sanitaire, mais aussi pour savoir s'il y a de nouvelles thématiques qui seront développées auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Bien sûr, vous avez eu raison de soulever ce point. Voilà, nous traversons une crise sanitaire et donc nous sommes déjà en train de voir la possibilité d'organiser ces ateliers en nombre réduit. Ce qui va être regrettable d'ailleurs parce qu'on aurait voulu que cette deuxième édition soit un peu plus ouverte par rapport aux besoins des différents médias, mais on va essayer de s'adapter. Donc, nous avons prévu déjà, on va reprendre déjà avec des ateliers de l'année passée. Donc, je parle notamment de la stratégie, des outils de présence en ligne, mais aussi surtout les nouveaux modèles économiques. Comme vous le savez, il y a pas mal de médias qui existent en ligne qui éprouvent toujours encore des difficultés pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, c'est sans ces thématiques-là, nous allons essayer de voir, mais aussi la protection des données. Vous avez des journalistes qui diffusent des informations en ligne et que ces informations-là sont parfois utilisées par d'autres personnes sans que, par exemple, le producteur de contenu se retrouve dans son travail. Donc, il y a pas mal de questions qu'on souhaite aborder pendant cette deuxième édition, mais on va tenir compte de l'évolution de la pandémie. Si les restrictions de rassemblement sont maintenues, nous serons donc obligés d'organiser une activité à minima, tout en donnant la possibilité peut-être à d'autres personnes de participer à distance. Alors, un dernier point sur lequel on aimerait obtenir des informations, on va peut-être aussi terminer par là. Supposons qu'il y a des gestionnaires ou des promoteurs de médias en ligne qui nous suivent en ce moment qui souhaitent être recensés ou du moins bénéficier des formations qui vont être dispensées par la plateforme Boost. Comment est-ce qu'ils doivent procéder? Bon, déjà, là, nous avons, pour l'opération recensement, nous avons mis un formulaire en ligne depuis le 6 juillet dernier, donc qui est disponible sur la page Facebook de la plateforme Boost. Maintenant, après, nous sommes disponibles en
on peut devoir nous contacter à travers nos plateformes aussi, comme j'ai dit, la page Facebook de Boost, pour pouvoir échanger. Boost fait de la sensibilisation, déjà, ça c'est le premier point. Boost fait aussi de la formation. Mais on propose aussi des formations beaucoup plus adaptées par rapport aux réalités de chaque organe, ce qui ne peut pas se faire lors des ateliers. Donc il se peut que, il y a des besoins d'accompagnement personnel. Nous pouvons travailler aussi directement avec des organes de presse pour voir comment est-ce que nous pouvons les accompagner en interne. Aujourd'hui, comme vous le savez, on ne trouve pas assez de médias traditionnels au Congo qui sont numérisés. Donc, notre objectif, c'est de faire de sorte que les médias se numérisent. Et quand on parle de la numérisation des médias, on parle aussi des compétences des personnes qui y travaillent. Merci Emile Gomo d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs qu'avec lui, il a été question d'expliquer le bien fondé du projet de recensement des médias en ligne qui va bientôt être effectif. Ce projet est porté par la plateforme Boost qui réunit des professionnels de différents secteurs qui veulent justement accompagner les médias à se professionnaliser. Merci de nous avoir suivis, mais l'émission se poursuit. On va aller cette fois-ci faire les découvertes du jour. Restez avec nous. Cette semaine, nous avons fait une découverte un peu folle. En tout cas, nous l'avons faite sur le site clubic.com et il s'agit d'un climatiseur portable conçu par la firme japonaise Sony. Dénommé Rayon Pocket, ce mini climatiseur peut être accroché sur le dos grâce à un t-shirt spécialisé vendu avec l'appareil qui a la particularité d'être contrôlé avec une application dédiée compatible avec les smartphones Android et iOS. Le site Clubic a précisé que le Rayon Pocket peut être considéré comme une clim réversible puisqu'il est également possible de réchauffer la température du corps de son utilisateur en hiver. Annoncé en 2019, le petit climatiseur de poche Sony est désormais disponible à la vente pour environ 65 000 francs CFA, mais reste à savoir s'il sera vendu au Congo. Du côté de Mountain View, une petite innovation a attiré notre attention cette semaine et il s'agit de la nouvelle fonctionnalité de l'application Google Maps. Vous connaissez certainement cette application qui vous aide à circuler librement et dans le plus grand des conforts, même dans des endroits que vous ne maîtrisez pas, car il s'agit là, bien évidemment, d'une application de cartographie. Il semblerait que les conducteurs pourront maintenant connaître l'emplacement des feux de circulation depuis cette application et cela a été identifié par la plateforme Droid Life qui a indiqué que Google serait en train de tester cette fonctionnalité. En tout cas, cette fonctionnalité fera certainement le bonheur des conducteurs et aussi il faut préciser quand même qu'une fonctionnalité similaire avait déjà été introduite dans Apple Plans sur iOS 13, mais cela ne retire en rien le petit côté innovant de la future mise à jour de Google Maps, si seulement c'est confirmé. Et pour terminer, nous allons parler de gaming et le jeu du jour, c'est NASCAR Heat 5. Il s'agit d'un jeu de course de NASCAR qui comprend plusieurs modes de solo, carrière, quick race, session de test et bien évidemment qu'il offre la possibilité de jouer en mode multijoueur. Sorti le 10 juillet dernier, il est disponible pour PC, PS4 et Xbox One. Merci pour votre fidélité à cette émission. C'est déjà la fin. Nous allons nous quitter sur les images de la bande-annonce de ce programme que vous propose Desmond Mwanda du côté de la régie. Merci. NASCAR Heat 5. Refuse to lose.